Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons aborder un vaste programme. Une déléguée qui est peut-être parmi nous, Brigitte Collet, je la vois, m'a écrit en début de semaine pour me souhaiter un bon courage. Vas-tu réussir, Stéphanie, à expliquer en 1 heure l'enjeu de la commercialisation? C'est si vaste, ça paraît tellement éloigné de nos préoccupations quotidiennes. Bonne chance. Alors Brigitte, je ne te garantis pas que je vais y parvenir, mais on va quand même tenter d'en parcourir en tous les cas les dimensions principales. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Stéphanie Parmentier, je suis la collègue de Sébastien Robet, que vous avez vu la semaine passée, et je suis également la collègue de Vinciane Convence, que vous aurez le plaisir de rencontrer jeudi prochain à l'occasion de l'enjeu de la concertation sociale. Ça, je suis sûre que ça va vous parler, peut-être beaucoup plus que l'enjeu de la commercialisation. C'est mon challenge du jour. Alors, oui, évidemment, le feu d'artifice est le dernier jeudi de ces jeudis du mois de février. Ce sera le 22 février 2024. Évidemment, vous avez la chance de participer à des webinaires de syndicalistes. Donc, il ne suffit pas de dénoncer, il ne suffit pas d'analyser. Encore faut-il imaginer les pistes de solutions et les mobilisations qu'on est en capacité d'organiser stratégiquement pour défendre notre projet social. Et donc le 22 février, on fera le point sur ce qui nous attend entre aujourd'hui et les prochaines élections législatives, qui va être un moment assez déterminant pour les secteurs du non-marchand. Je vous rappelle qu'avec une tonalité un peu sombre, mais déterminée néanmoins, nous avons annoncé lors de l'Assemblée du 30 novembre que pour la Sénat non marchand, il était minuit moins 1 et que les prochains gouvernements devront prendre des décisions ambitieuses pour éviter un basculement irrémédiable en termes de pénurie, en termes de commercialisation et très certainement aussi en termes de concertation sociale et de prise en compte de l'expertise des travailleurs et des travailleuses des secteurs du non-marchand. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc pour parler de commercialisation du non-marchand, il est important d'en délimiter les contours, de délimiter les contours de ce que c'est que le non-marchand, pour lutter contre la commercialisation. Il faut effectivement être au clair sur les grands principes auxquels nous tenons, ceux qui font partie de l'ADN du non-marchand que syndicalement nous défendons. Avant de tenter avec vous une définition du non-marchand, on va mettre en avant, mettre en évidence le fait que il y a très peu de travailleurs et il n'y a peut-être pas suffisamment de délégués qui ont une bonne perception de ce que c'est que la marchandisation dans les secteurs du non-marchand. On va évidemment parcourir ce qui concrétise les processus qui sont en œuvre lorsque l'on parle de la marchandisation dans les secteurs du non-marchand. Évidemment, pour comprendre le présent, il faut regarder dans le rétroviseur. Je ne pense pas que je vous apprendrai grand-chose en vous disant qu'à l'origine du mal, il y a la construction européenne dans les orientations qu'elle a actuellement, c'est-à-dire dans ses aspects les plus néolibéraux. On reviendra en Belgique avec quelques exemples bien belges. Et bien entendu, comme je l'évoquais il y a quelques minutes, on est des syndicalistes, mais on n'est quand même pas des désespérés. Il y a des choses à faire, il y a des stratégies syndicales qui sont à mettre en place au niveau de l'organisation, au niveau des entreprises, des institutions, des services, tant au niveau des équipes des équipes syndicales. Et ça ne date pas d'hier, ça fait de nombreuses années que la CNE s'inscrit dans des stratégies syndicales pour contrer la commercialisation des secteurs du non-marchand.
Alors, en guise d'introduction, je pense que toutes et tous, vous reconnaissez, en tous les cas, si pas tous, vous reconnaissez la plupart des logos qui s'affichent sur la slide. Orpea, NeoKids, Domaine de Tintigny, l'Élysée, Corian. Ces logos illustrent des catastrophes sociales, des catastrophes de santé publique, des catastrophes de maltraitance qui ont été fortement médiatisées. Donc il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être, en tous les cas, les délégués du secteur de l'aide sociale se souviennent du conflit qui a occupé et beaucoup préoccupé les travailleurs du domaine de Tintigny, les travailleurs de l'Élysée, et qui ont fait des semaines et des semaines de grève pour dénoncer les conséquences dramatiques sur les personnes handicapées d'une gestion marchande d'un service d'accueil et d'hébergement pour les personnes handicapées. Vous vous souvenez très certainement du scandale Orpea qui a été dénoncé par le livre Les Fossoyeurs. Il y a un peu plus d'un an, NeoKids, une grosse firme de l'accueil de l'enfance, cotée en bourse, a fermé ses portes. L'activité n'était plus suffisamment rentable, alors que l'enjeu des places en crèche, vous le savez aussi, est très très criant en communauté française. Donc ce sont des drames qui ont fait l'objet de reportages et de unes dans les journaux. Ils ont un point commun, à tout le moins, c'est qu'ils ont mis en avant le caractère délétère et les conséquences négatives de la commercialisation sur les travailleurs en termes d'emploi et en termes de conditions de travail, mais également sur la qualité du service rendu à la population. Si on y prend garde, alors on risque sans doute que des catastrophes telles que celle-ci et d'autres émergent et émaillent notre futur. On a beaucoup d'inquiétudes, les organisations syndicales ont beaucoup d'inquiétudes. On sort d'une crise Covid, mais actuellement, les secteurs du non-marchand vivent des tensions économiques importantes. Même dans le subventionné, les employeurs expriment le fait que les financements publics ne suffisent pas à faire le gros dos. Il y a évidemment des tensions qui sont conséquentes à la pénurie de personnel. Il n'y a plus suffisamment de travailleurs formés, qualifiés pour remplir les missions publiques des secteurs d'activité. Ces deux situations conjoncturelles, je dirais, elles risquent bien d'accélérer les processus de grignotage de la marchandisation au sein des secteurs, mais pas seulement au niveau d'un secteur, au cœur même des institutions. Ça peut être soit par le jeu du marché, l'écroulement du secteur non subsidié. Alors, bon, on ne tient pas un discours aussi alarmiste et aussi dramatique que les fédérations patronales, mais force est de constater qu'il y a un véritable enjeu de financement et de soutenabilité économique du subventionné. Et donc, si le secteur subventionné ne parvient plus à remplir ses missions, étant gravement atteint par la crise économique, plus assez rentable pour certains partis dans les prochains gouvernements. Qui sait, il y a certains partis qui estiment qu'investir dans le non-marchand, ça ne rapporte pas suffisamment à la machine économique. Et donc, on peut supposer que le secteur subsidié soit racheté par d'autres acteurs commerciaux. Il risque aussi d'y avoir des politiques d'austérité qui se renforcent après les prochaines élections législatives. Elles risquent de reprendre de plus belle dès les prochaines législatures au vu, d'après un certain nombre de partis, de la nécessité de revenir à des politiques de rigueur budgétaire, ou bien alors par des recettes
de libéralisation accrue des secteurs pour répondre à la demande, parce qu'il y a bien des besoins rencontrés par la population dès la naissance jusqu'à la fin de vie. Vous le savez, les citoyens ont besoin de services collectifs forts. Alors, avant de nous plonger dans le livre noir de la marchandisation des services collectifs et de leur personnel, peut-être vous rappeler à votre souvenir la grande enquête que la CNE non marchand a menée il y a maintenant 1 an et demi. Il y avait une question qui portait sur la commercialisation et qui était adressée à nos affiliés. On passe rapidement sur cette slide parce que je voulais partager avec vous le fait qu'il semble y avoir très peu de travailleurs de terrain qui estiment que la commercialisation produit des impacts négatifs dans leur secteur, dans leur quotidien, au sein de leur service, de leur institution. Alors, il y a évidemment plusieurs hypothèses à ces résultats. Soit il y a peu de répondants qui travaillent dans le commercial. Qu'est-ce que c'est que le commercial? On le verra plus tard, mais on sait qu'il y a dans certains secteurs d'activité de vraies sociétés anonymes, de vrais SPRL, et sans doute que parmi les répondants, peu d'entre eux travaillaient dans le commercial pur et dur. Soit les répondants font peu de liens de cause à effet entre le caractère commercial de sa structure et les problèmes quotidiens, ou soit la notion de commercialisation est trop vague et elle est entendue comme étant effectivement travailler dans une société anonyme, dans une SPRL, etc. Alors qu'on va tenter de le comprendre aujourd'hui. Les processus en œuvre, les processus de la marchandisation en œuvre dans les secteurs du non-marchand sont multiformes et peuvent s'illustrer dans tout un tas de dimensions quotidiennes d'une institution ou d'un service. Donc voilà, peu de perceptions concrètes de ce que c'est que la commercialisation, en tous les cas de la réalité de la commercialisation dans son quotidien. Pourtant, ce que l'on peut clairement affirmer, c'est que depuis 10 ans, depuis une bonne dizaine d'années, il y a une amplification exponentielle des processus de commercialisation qui sont à l'œuvre depuis des années. L'émergence des faux indépendants, l'externalisation ou la sous-traitance des activités qui ne sont pas suffisamment au cœur de l'activité de l'institution, des enveloppes de financement fermées. Je parlais d'une amplification qui a lieu depuis une dizaine d'années, le fait de travailler dans des enveloppes fermées, le fait qu'on travaille dans le cadre de moratoires, pour citer le moratoire au niveau de l'accueil et l'hébergement du handicap, ça date depuis bien plus longtemps que 10 ans. Mais il y a une amplification certaine des logiques marchandes au niveau du secteur ou au niveau de l'institution. Et par ailleurs, la CNE est très active. Donc, les militants qui participent au débat démocratique que nous avons au sein des instances nationales, des instances provinciales, des instances régionales, savent que la CNE participe de plusieurs manières différentes, on y reviendra à la fin du webinaire, et qu'on tente effectivement de permettre aux délégués d'analyser, de faire des constats, effectivement de s'impliquer dans le travail collectif que la CNE tente de mener. C'est vraiment une préoccupation qui est très très forte et qui fait partie de notre ADN syndical. Et donc, comme je le disais, si on vise que cet enjeu il soit au cœur des préoccupations, dans un premier temps des délégués du non-marchand, dans un second temps des travailleurs de terrain, eh bien, il faut analyser très certainement plus finement les impacts de la commercialisation. Il faut faire en sorte que les travailleurs
est les clés de compréhension et d'analyse de ces processus de marchandisation qui sont peu ou prou en œuvre au sein de leurs services, et surtout qu'ils sont en capacité d'identifier en quoi ces processus impactent leurs conditions de travail, impactent la qualité de leur emploi, impactent la manière dont ils offrent, dont ils mettent en œuvre les projets institutionnels. Donc, pardon, je reviens en arrière, j'ai oublié, j'ai oublié. Donc, oui, c'est ce que je voulais dire, hein, voir, juger, agir. Les plus anciens connaissent bien cela. Donc, faire des constats, objectiver, et à partir des constats qui sont faits au plus près des réalités des travailleurs de terrain, établir des diagnostics et évidemment établir des revendications et les défendre afin qu'elles répondent pertinemment à un problème soulevé. Et donc, le sens de ce webinaire, c'est sans doute un petit pas, et qu'il faudra en faire beaucoup d'autres, mais on espère vraiment qu'à travers ce webinaire, vous vous poserez des questions. Donc, ça va chatouiller, ça va aiguiser votre curiosité. Donc, au niveau de son institution, donc à sa petite échelle, au niveau de son secteur, on souhaite amener les militants et les militantes de la CNE à s'inscrire en défenseurs de services réalisant des missions publiques de qualité pour répondre qualitativement aux besoins de la population. Mais vous me direz, Stéphanie, mais tu n'as pas à nous convaincre, ce petit pas que tu nous demandes de faire, on l'a déjà fait. Ah ben alors c'est formidable. Et donc on va toutes et tous être convaincus que lutter contre la commercialisation des secteurs du non-marchand, c'est effectivement défendre des secteurs du non-marchand forts, stables, qui permettent de répondre aux besoins de la société. C'est donc une question de modèle de société dont il s'agit et de la mise en œuvre de choix politiques. Alors, nous allons passer à une tentative de définition. Le non-marchand, qu'est-ce que c'est? Le non-marchand, alors le CRISP en 2023 disait qu'il s'agissait d'un ensemble d'activités qui ont pour caractéristique commune de remplir des tâches au service de la collectivité, à l'instar des services publics, j'y reviendrai, et en étant partiellement ou totalement financés par les pouvoirs publics. Ce sont des secteurs qui occupent une place de plus en plus importante dans l'économie du pays. On les trouve dans les domaines de la santé, de l'action sociale, du secteur socioculturel. À la CNE, nous disons secteur du non-marchand, mais nous disons aussi depuis quelque temps les secteurs de la santé, du social et de la culture. Lorsqu'on a écrit notre mémorandum à l'occasion des précédentes élections législatives en 2019, excusez-moi, je sors d'une petite grippe et donc je sens que je suis encore enrouée. Donc, notre mémorandum faisait apparaître la définition suivante. Je vous la partage parce qu'elle nous semble tout à fait concrète et tout à fait complète. Le non-marchand, c'est celui qui crée de la richesse, non seulement par les salaires. Évidemment, quand on donne de l'emploi à des travailleurs pour réaliser les missions, évidemment, on enrichit le pays par les salaires, par l'augmentation des cotisations vis-à-vis de la Sécu, etc. Mais également par les valeurs qu'il véhicule. Quelles sont-elles? La cohésion sociale, la solidarité, la démocratie. Et donc pour la CNE, c'est un élément fondamental d'une société qui se veut inclusive. Le non-marchand, il garantit à toutes et à tous un bien-être suffisant pour permettre à chacun, chacune de s'émanciper. Alors, en faisant face aux aléas de la vie, je le disais, de la naissance jusqu'à sa mort, en étant accompagné dans ses choix de vie privée ou professionnelle. De plus, élément fondamental, il doit développer un accès plus égalitaire à la santé, l'enseignement, la culture, l'autonomie, la citoyenneté active. Nous dirions peut-être en 2024, il doit développer un accès plus égalitaire à la santé,
au social, à la culture. Et donc, quand on parle de lutter contre la commercialisation, il s'agit bien de préserver les secteurs qui se retrouvent dans cette définition du non-marchand, des processus de marchandisation, des services collectifs qui sont rendus aux populations, à la population, donc de refuser que les politiques libérales en fassent des marchandises. Oui, alors, vous savez, donc, je l'évoquais en faisant référence au conflit qui a eu lieu il y a quelques années à l'Élysée et au domaine de Tintigny. Donc, il y a, pour faire bref, il y a un secteur qui est le secteur de l'accueil et de l'hébergement pour les personnes handicapées qui est gangréné par le secteur commercial. Donc, en fait, la région wallonne agrée, sans subventionner, mais agrée, des structures pour l'accueil des personnes handicapées d'origine étrangère, donc essentiellement françaises. Donc, on a vu ces 10 dernières années naître le long de la frontière française, et donc particulièrement dans le Hainaut, toute une série de boîtes. Donc, on a quand même un certain nombre d'équipes syndicales qui sont confrontées effectivement à une gestion marchande de l'accueil et de l'hébergement de ces personnes handicapées jusqu'aux malversations de certains d'entre eux, même s'ils ne sont pas majoritaires. Donc, je voulais vous montrer ça parce que c'est un nuage de mots, vous connaissez le principe, donc on leur avait posé la question qu'ils écrivent les mots qui leur venaient à l'esprit lorsque on évoquait l'enjeu de la commercialisation. Évidemment, ce qui ressort en premier chef, c'est le fait que l'on fasse du profit sur la tête des bénéficiaires et des travailleurs. Mais je voulais vous le montrer aussi, non pas pour vous démontrer que les Hainuyers ont beaucoup d'humour. Hein. Rosario Montem, ça n'a évidemment absolument rien à voir avec la commercialisation, mais il y a quand même des notions qui ne paraissent pas, comment dire, enfin, qui ne viennent peut-être pas spontanément à l'esprit lorsqu'on parle de la commercialisation, c'est la perte de sens. Je fais le lien avec l'enjeu de la pénurie qui a été abordé jeudi passé. On avait évoqué le fait que ce sont des dynamiques négatives qui pesaient sur les travailleurs et qui alourdissaient la perte de sens, et évidemment tout ce qui a trait aux conditions de travail. Voilà, je passe rapidement. Alors, quand on parle de marchandisation, mais qu'est-ce que c'est exactement? Et donc, je vous invite à réfléchir à chaque fois que je vais tenter de décrire un mécanisme qui est en œuvre dans ce processus de marchandisation, de vérifier si votre institution, elle coche ce petit carré-là. Et sans doute que vous allez avoir quelques surprises. Donc, mais ça peut prendre la forme de sous-traitance de services. C'est pas nouveau, c'est en accélération. En particulier des services auxiliaires qui, d'après les gestionnaires, ne sont pas au cœur de l'activité, les services de support, services de nettoyage, de sécurité dans les hôpitaux, les services informatiques, comptabilité, restauration, laboratoire, etc. C'est aussi de plus en plus l'appel à de la consultance et parfois même dans des situations de difficultés et de conflits dans le cadre de la concertation sociale. Donc, on demande à des consultants, on sous-traite la résolution des litiges d'une certaine manière. On en a fait les frais dans une institution liégeoise il y a quelques mois et encore actuellement. C'est la privatisation du matériel, la privatisation des bâtiments. On vend ces services à des firmes privées. Alors, ça peut être des coupes ou un gel dans les dépenses. Donc, ça peut, au niveau d'un secteur, c'est tout simplement une option politique, un choix politique. On baisse les dépenses publiques pour la santé, pour le social, ou on
gèle les dépenses publiques pour le santé, pour le social. Je faisais référence au moratoire et donc ça a une conséquence directe sur le fait qu'on n'est plus en capacité de répondre à l'ensemble des besoins et ça a évidemment des conséquences en cascade. Par exemple, citons l'offre de services rendue par les travailleuses de l'aide à domicile. Le financement qui est affecté à ce secteur non marchand n'est pas suffisamment important que pour répondre à la demande. Et donc, la conséquence de cela, c'est qu'il y a une priorisation qui se met en œuvre. On choisit en fait les bénéficiaires qui en ont le plus besoin ou qui, par ailleurs, sont le plus rentables. Alors, il y a une autre mécanique qui a trait à la liberté de choix et qui utilise en fait des mécanismes d'accroissement des choix des usagers concernant soit un fournisseur de services où on leur permet de choisir un fournisseur de services qui est d'une qualité plus importante. Au plus tu payes, au plus on te promet une qualité de service rendu plus importante, ce qui d'ailleurs n'est jamais absolument garanti et je dirais même que dans beaucoup de cas, c'est tout à fait faux. Ça peut être des bons, ce qu'on appelle des bons pour les services. Les titres-services, c'est exactement ça, hein. Ça coûte très cher à la collectivité. Donc, nous faisons barrage depuis des années à l'introduction des titres-services dans les secteurs du non-marchand. Je vous rappelle que la garde d'enfants malades par l'intermédiaire de titres-services, donc la possibilité d'utiliser des titres-services pour faire garder son enfant malade à domicile, c'était un élément important de la déclaration de politique gouvernementale de ce gouvernement, du gouvernement wallon actuel. Ils ont tenté de remettre à l'ordre du jour cet enjeu, mais je pense pour s'en débarrasser, on nous a consulté, on a dit c'est un casus belli pour la CNE et pour l'ensemble des organisations syndicales, mais pour vous dire que ce risque est tout à fait réel. De nouveau, le secteur du handicap, les budgets personnels. Donc, les travailleurs du secteur du handicap, ça leur dit sans doute quelque chose, hein. Donc, c'est de donner un budget personnalisé à la hauteur peut-être de la perte d'autonomie de la personne handicapée, qui permet à cette personne handicapée effectivement d'acheter les services d'une aide familiale, les services d'une kiné, les services d'une coiffeuse. Donc tout ça, ça a trait à la marchandisation. Heureusement, nous avons fortement limité, je pense, en région wallonne et en communauté française, au niveau du fédéral, l'introduction de ces mécanismes qui font croire que le citoyen a une certaine liberté de choix et qui réduit en fait de facto l'accessibilité à des services collectifs gratuits ou d'un moindre coût. Alors, il y a la concession des services de santé et de sociaux, et, excusez-moi, la concession de services de santé ou sociaux à des fournisseurs privés dans un quasi-marché, hein, et donc ça existe en maison de repos, ça existe en petite enfance, ça existe en aide sociale, et donc on agrée des entreprises à but lucratif et à but commercial. Et pire encore, et on est très attentif à l'évolution des dossiers en petite enfance parce que nous avons une ministre qui ne défend pas le secteur du non-marchand et qui effectivement favorise des mises en concurrence avec le secteur marchand. Il y a une mise en concurrence entre subventionnés et non subventionnés. Ça peut être aussi des processus d'appel à projet. Donc, on permet à des institutions marchandes de rentrer en concurrence et de répondre à des appels à projets
ou bien ce sont des services subventionnés qui y répondent, mais dans le cadre d'appel à projet, donc dans le cadre de financement à durée déterminée, qui ne pérennisent pas l'offre de services rendus à la population et qui ne pérennisent pas l'emploi qui soutient cette offre de services. Alors, la semaine passée, on en avait quand même un peu parlé, donc ce qu'on appelle le nouveau management. Le new management, c'est tout simplement l'utilisation de méthodes de gestion qui émanent du secteur privé marchand. Ça peut être l'utilisation d'un jargon qui émane du marchand. Ça peut être l'introduction d'indicateurs de performance. Ça, c'est de plus en plus fréquent quand même dans les secteurs. Les administrations exigent, au-delà de la surcharge administrative, exigent effectivement qu'il y ait la rencontre avec des indicateurs de performance, la gestion de l'absentéisme avec des méthodes telles que l'indice de Bradford, l'ingénierie managériale dans l'utilisation des financements. Certains secteurs sont les pros et au sein de ces secteurs qui se reconnecteront, certains employeurs le sont encore plus. Il y a une conséquence importante au-delà des tentations à mettre de la pression et à exiger de la rentabilité au détriment de la qualité du service rendu. Cette ingénierie managériale sur l'utilisation des subventions, elle rend très difficile le contrôle syndical de l'emploi et c'est absolument fondamental dans notre travail syndical, c'est de vérifier que les moyens suffisants soient mis à la disposition des travailleurs pour que les services de qualité soient rendus à la population. La privatisation, c'est finalement ce qui a peut-être de plus simple à comprendre, soit c'est la privatisation pure et simple d'un service public ou d'une entreprise publique. Peut-être va-t-on entendre à nouveau, à travers les programmes et les débats électoraux, la droite parler de privatisation du forum. Donc, la droite s'est fait ces dernières années une ennemie du forum. En tous les cas, il faudrait privatiser ça. Et franchement, il n'y aurait plus de chômage en région wallonne, c'est bien connu. La privatisation formelle, un changement de forme légale. Alors, parfois, la forme légale d'une ASBL ne change pas en tant que telle. L'ASBL reste ASBL, mais elle est rachetée par un grand groupe. Évidemment, c'est un phénomène qui est courant dans les maisons de repos. Alors, il y a l'augmentation des frais courants. Mais ce sont des économies d'échelle qui sont réalisées en reportant certains frais sur les bénéficiaires. Et ça, c'est très inquiétant parce que ça se fait aussi dans le subventionné. C'est par exemple des sorties ou des visites, des excursions avec les personnes handicapées qui sont à charge de la famille. C'est un coût d'hébergement en maison de repos plus important en fonction soit des activités qui sont proposées, soit en fonction des soins. Tout est compté dans certaines maisons de repos, la tartine, le pot de choco, le gel douche, etc. Donc voilà, tout ça, tout ce que je viens de vous citer, et on pourra en parler encore des heures, je pense que c'est vraiment intéressant que vous puissiez vous pencher sur votre propre institution, mais c'est de la commercialisation. Ce sont des mécanismes de la commercialisation dans les secteurs du non-marchand. Alors, je vous le disais, plonger aux racines du mal, aux racines du problème, ça ne vous étonnera pas. On ne peut pas appréhender les mécaniques de la marchandisation du non-marchand sans retourner quelques dizaines d'années en arrière. C'est quand le marché européen a été créé. Donc, vous le savez, il a été établi à l'époque et depuis s'est rendu bien solide à travers tout un tas de traités, en commençant par le traité de Maastricht. Donc, il a été établi que les fondements de l'Union européenne, du marché européen, c'était la libre circulation,
la liberté d'établissement, la liberté d'installation, la libre prestation de services, la liberté d'entreprendre, la liberté de s'enrichir, et ces axes de la liberté du marché, inhérente au marché européen, met en péril les systèmes de solidarité, de santé, de sécurité et de protection sociale. Et donc cette mécanique néolibérale, comme je le disais, elle s'est accélérée à travers les crises multiples. Crise financière, crise bancaire, 2008, crise du chômage, crise de l'emploi, la crise de la dette. Ça, très clairement, la dette et les traités qui cadrent effectivement l'endettement des pays de l'Union européenne, ça va être déterminant dans la constitution des prochains gouvernements. À tous les niveaux de pouvoir, les partis de droite et peut-être certains partis de gauche vont dire qu'au vu de l'état de la dette, il faudrait effectivement appliquer des politiques d'austérité et, bon, dans ces cas-là, on touche évidemment à ce qui rapporte le moins en monnaie sonnante et trébuchante. Et donc, suite à cette diminution des financements publics, il y a un schéma d'accessibilité des citoyens aux services collectifs qui va se développer à double vitesse, qui va alors se développer, et ce dans toute l'Europe, pas seulement en Belgique. On met en place un système marchand qui est accessible à ceux qui ont de l'argent, aux plus solvables, les cliniques privées, les résidences services, les maisons d'enfants. Ces entreprises marchandes revendiquent pour certaines un accès au subventionnement public sur base des fondements européens que je viens d'énoncer. Donc, en fait, en dénonçant le fait que le non-marchand reçoive des subventions et qu'il s'agit d'une concurrence déloyale vis-à-vis du marchand qui exerce les mêmes activités. Et donc, en parallèle, on constate une fragilisation des services du non-marchand qui vont réaliser les soins, qui vont accompagner les moins rentables, les moins solvables, les plus pauvres, bien souvent avec des prises en charge complexes parce que soutenant des bénéficiaires qui cumulent des problématiques, des pathologies, des problématiques sociales et qui constituent en fait les prises en charge les plus complexes. Il y a une constante régression des financements via les politiques d'austérité imposées en Europe. Ce n'est pas nouveau, soyons bien attentifs à ce qui va se passer au niveau européen aux prochaines élections. Et s'il n'y avait plus de besoins collectifs, je vous dirais qu'on passerait notre temps à autre chose que de contrer la commercialisation. Les besoins, ils explosent, les inégalités sociales se creusent et elles sont elles-mêmes renforcées par le manque d'égalité et de solidarité dans les systèmes de protection et de sécurité sociale. La boucle est bouclée. Alors, peut-être un petit mot de la Belgique. On a une spécificité belge. Le non-marchand, il rend à la population des services dans une logique de délégation des pouvoirs publics. Donc, c'est le monde associatif, donc les ASBL, qui ne relèvent pas du service public, mais à qui la force publique a délégué le fait, les missions de rendre tel ou tel service à la collectivité. Donc les ASBL sont agréés et pour la plupart subventionnés pour remplir ces missions. Et évidemment, il est du rôle de l'administration de vérifier si les ASBL effectivement remplissent bien leur contrat. C'est une spécificité tout à fait originale au niveau européen.
Marie-Agnès qui nous dira un tout petit mot à la fin du webinaire sur les prochaines journées d'action, nous confirmera qu'il s'agit bien d'une spécificité tout à fait belge et que dans les autres pays, la plupart des services rendus à la collectivité, ce sont des services publics, sauf quelques exceptions dans certains secteurs. Alors, le non-marchand, dans ce format et cette forme juridique d'ASBL, eh bien, il a la capacité de s'adapter rapidement à l'évolution de la société et de créer de nouveaux services en fonction des besoins émergents et des besoins identifiés comme étant nouveaux. Ces services, ils sont garantis à toutes et à tous à travers deux mécanismes. Donc, soit le subventionnement de l'activité et de l'emploi, soit le coût différencié selon les revenus. Et le statut d'ASBL conféré à la structure chargée de rendre ce type de service à la collectivité doit donner la garantie de la bonne utilisation des subsides et de l'accessibilité à tous. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes, évidemment. Mais notre hypothèse de départ, c'est que la marchandisation, elle grignote les secteurs du non-marchand, et ce depuis près de 20 ans. Et donc, malgré cette spécificité belge, nous avons de plus en plus d'opérateurs privés à but lucratif qui produisent exactement les mêmes services, les mêmes types de services que ces ASBL subventionnés. Alors, pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils sont autorisés à le faire. Donc, à un moment donné, il y a eu un choix politique qui a permis à un opérateur commercial d'être agréé pour produire le même type de service. Donc, dans certains secteurs, ils n'ont absolument pas accès à un subventionnement, à une subsidiation. Dans d'autres secteurs, ils ont bénéficié quand même d'une certaine façon. Donc, citons le secteur des maisons de repos. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui y travaillent. 40% des structures sont aujourd'hui, en 2024, aux mains d'entreprises privées à but lucratif, qui sont, entre autres joyeusetés, soit des holdings immobilières pour qui le secteur est un investissement rentable à court terme. Et les maisons de repos bénéficient des mêmes remboursements pour les soins que les structures sans but lucratif. Ça, c'est un exemple, je pense que vous connaissez, et que le livre Les Fossoyeurs dénonçait par ailleurs. Dans le secteur de l'hébergement des personnes handicapées, je vous en ai déjà dit un mot, je vérifie l'heure, donc je vais essayer d'aller rapidement sur le sujet. Donc, il y a de nombreuses institutions, je vous l'ai dit, qui fonctionnent sans subside. Ça représente, si mes souvenirs sont bons, près de 6 000 équivalents temps plein donc dans le secteur. Donc, c'est une proportion assez importante en termes de part du gâteau de l'activité. Et donc, ces institutions fonctionnent sans subside, avec des tarifs qui sont inaccessibles pour une partie de la population et où ils sont accueillis également, donc les personnes handicapées françaises. De cette manière, en fait, on compense l'inefficacité et le manque d'ambition politique de nos voisins français en la matière. L'agrément n'est pas conditionné par une structure juridique associative, voire même coopérative. Donc, c'est ce que je vous disais. Une SPRL, une société anonyme, une SCRL peut tout à fait recevoir un agrément. Jusqu'en 2019, ils avaient même une autorisation de prise en charge avec une faiblesse incroyable de l'administration d'y contrôler les aspects qualitatifs, particulièrement au niveau de l'encadrement des personnes handicapées. Peut-être vous citer aussi que, à titre tout à fait indicatif, c'est dans cette structure qu'on appelle SAFAE qu'on a comptabilisé le plus de décès durant la première vague du Covid. Défaillance en matériel totale, travailleurs très peu qualifiés, totalement démunis, laissés seuls face à des situations complètement folles avec des personnes
très lourdement handicapés. Donc, il y a un moratoire dans le secteur qui bloque le contingentement des places, qui a conduit à une expansion de la prise en charge de ce que l'on appelle des cas prioritaires. Donc ça, c'est le deuxième enjeu qui a quand même évolué de manière exponentielle ces 10 dernières années. C'est ce qu'on appelle la solvabilisation de la demande au détriment de la subsidiation de l'offre. Dans le secteur du handicap, donc ça s'illustre de cette manière. On ne subventionne pas un service, une institution, mais on rend solvable, si vous voulez, la demande, on fait porter le financement, non pas en termes d'emploi et en termes d'encadrement, mais en termes d'accueil de la personne handicapée. C'est ce qu'on appelle les cas prioritaires. C'est un exemple vraiment parmi beaucoup d'autres de la transformation du subventionnement du service vers une subsidiation de la personne handicapée, en l'occurrence du bénéficiaire, de l'usager. La solvabilisation de la demande, elle s'explique par un mécanisme qui finance donc les utilisateurs des services. C'est ce que je vous expliquais, en opposition à la subsidiation de l'offre qui finance directement la structure, l'institution et qui garantit des normes qualitatives, de l'emploi de qualité, qui garantit, qui impose en tous les cas un certain nombre de paramètres estimés comme étant nécessaires pour assurer la mission. Alors, cette solvabilisation de la demande, Sébastien, s'il est parmi nous, doit se moquer de moi parce que c'est une ritournelle dans le non marchand, c'est une phrase très, très difficile à dire. Essayez de la répéter rapidement. La solvabilisation de la demande au détriment de la subsidiation de l'offre. Elle peut prendre d'autres formes. Elle peut être sociale, c'est-à-dire qu'elle est adaptée au profil du bénéficiaire. C'est la manière dont fonctionnent les aides du CPAS. Elle peut être tout à fait linéaire, elle est identique pour tous les utilisateurs, c'est comme ça que fonctionnent les titres-services, c'est un même tarif pour tout le monde et c'est une même déduction fiscale pour tout le monde. Elle peut être antisociale en ce qu'elle privilégie les plus hauts revenus, je viens d'en parler, par exemple par le mécanisme de déductibilité fiscale qui favorise évidemment les plus hauts revenus comme dans les titres-services. Et alors ça a vraiment une conséquence assez dramatique, c'est que ça entraîne un écrémage. C'est un moche mot, mais tant qu'à faire, utilisons les mots correctement. On constate un écrémage des bénéficiaires, une mise en concurrence au profit des plus nantis et une priorisation des profils. Dans le secteur de l'enfance, par exemple, quand l'ONE subsidie une crèche, il met en place un dispositif qui permet l'accessibilité de chaque famille, quelle que soit la hauteur des revenus des parents. On appelle la PFP, la participation financière des parents, et donc calculée en fonction des revenus. Plus bas est votre revenu, plus basse est votre participation financière. Qu'est-ce que je pourrais vous... Oui, peut-être aussi mettre en avant, je vois qu'il est 54, donc il est plus que temps. Ah ben, je suis dans les conséquences. Hein. Donc, ces nouveaux régimes, ils déqualifient la profession. Je parlais en guise d'introduction de l'apparition des faux indépendants. Parlons de l'apparition du personnel intérimaire, parfois dans des métiers qui constituent le cœur de l'activité. On voit de temps en temps, dans certains secteurs, plus particulièrement ou dans le commercial, des éducateurs intérimaires. Les services existants, eux, proposent des emplois stables, assurent une formation continue et un encadrement qui permet de prendre en compte l'évolution des besoins des utilisateurs. Quand la subsidiation de l'offre
ne couvre pas l'ensemble des besoins de la population, alors, inévitablement, il y a un glissement des bénéficiaires vers les services marchands qui peut se produire et la boucle est bouclée. J'avais des exemples aussi qui illustraient la concurrence entre les titres-services et le secteur de l'aide à domicile. Je vous l'ai dit, c'est un secteur qui n'est pas suffisamment financé et donc on ne parvient pas à répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Et donc, une personne en perte d'autonomie pourrait tout à fait prendre un titre-service et garder ce titre-service jusqu'à ce qu'elle atteigne les 65 ans et sans qu'il y ait la possibilité qu'une aide ménagère sociale puisse intervenir et jouer son rôle de prévention. On sait que les aides ménagères sociales ont un rôle essentiel à jouer dans la détection de signaux qui peuvent indiquer une perte d'autonomie du bénéficiaire. Donc ça peut avoir vraiment des conséquences importantes. Le nombre de places limitées dans les milieux d'accueil donc d'enfants agréés et ou subventionnés, ben, ça laisse libre cours à la création de crèches privées, les crèches privées qui ne sont accessibles qu'aux familles ayant des revenus importants. Donc ces crèches privées ne sont pas soumises au même cadre réglementaire en matière de participation financière des parents. Oserais-je dire qu'on en fait des crèches un peu ghetto, où les enfants des familles les plus favorisées se retrouvent effectivement de leur plus jeune âge et généralement jusqu'à la fin de leur scolarité, ce sont des enfants qui fréquentent effectivement les mêmes milieux d'accueil. Alors, j'arrive tout doucement à la conclusion. Ça tombe bien, il me reste 2 minutes. Donc, vous l'avez compris, le non marchand, ce n'est pas le problème et ne nous ferons pas croire ça, c'est évidemment la solution. Et donc, on estime qu'on peut agir collectivement sur plusieurs terrains et à plusieurs niveaux. Je vous l'ai dit, ça a parcouru l'ensemble de mon intervention. Sur le terrain, au plus proche de vos collègues, en travaillant soit avec les services qualité des administrations, sur lesquels on peut émettre des critiques, parfois vives hein, et parfois tout à fait, comment dire, justes, mais on peut aussi tenter d'alimenter avec les administrations, en tous les cas, se faire reconnaître comme étant des experts, autant que les directions en matière de qualité des services. Donc, dénoncer les impacts délétères pour les bénéficiaires. En dénonçant, en refusant et en organisant les travailleurs autour d'éléments concrets. Le manque de moyens. On n'a pas les moyens suffisants que pour bien faire notre boulot. En dénonçant la déqualification du personnel. On veut faire des économies sur le niveau de qualification du personnel et donc quand bien même Madame X est porteuse d'un diplôme d'éducatrice A1, eh bien on l'engage avec un barème d'éducatrice A3. Ça, ce sont des phénomènes qu'il faut dénoncer et qu'on voit apparaître dans certains secteurs. Citons la législation lanceur d'alerte. Je n'ai pas le temps pour approfondir, mais il y a un nouveau cadre réglementaire qui protège un travailleur, un délégué, quel qu'il soit, qui lance une alerte et donc qui dénonce. Et notre juriste nous a dit, oui, quand on dénonce une conséquence grave en termes de santé, on peut rentrer dans ce cadre de lanceur d'alerte. C'est un levier, en tous les cas, qu'il faut qu'on continue à analyser, à utiliser plus systématiquement et qui pourrait faire partie de nos stratégies. En restant un acteur incontournable du réseau européen de lutte contre la commercialisation de la santé, ainsi qu'au sein d'EPSU. Je passe la parole à Marie-Agnès dans 2 minutes. Elle a des informations très importantes à vous donner. En élargissant les alliances, parfois quand c'est possible avec les fédérations. Dans le secteur SAFA, de l'aide à domicile,
On a mis 1 an, ça a été fastidieux, ça n'empêche pas qu'on est très souvent en conflit, mais on a réussi à construire une vision paritaire de ce que devrait être le secteur de l'aide à domicile. Et évidemment, nous défendons le fait que ce soit un secteur du non-marchand. Et en expliquant incessamment les conséquences de la marchandisation, la commercialisation nuit gravement à la santé, mais plus encore à la démocratie, à la solidarité et à la cohésion sociale. Alors, je passe la parole à Marie-Agnès, qui va vous expliquer en quelques mots la campagne européenne dans laquelle est fortement impliquée la CNE. Voilà, comme chaque année, enfin pour les anciens, vous savez que le 7 avril, c'est une date phare chaque année pour le réseau européen dans lequel la CNE est fort impliquée. Cette année-ci, c'est doublement important puisque on est avec les élections européennes qui se feront le 9 juin. Et donc, on a mené une campagne, on mène une campagne en collaboration avec EPSU et PHM. Qui a déjà, enfin voilà, qui a un peu démarré, on crée des outils, mais en résumé, on a une période de sensibilisation maintenant qui se fait de février jusqu'à juin. Et donc là, vous êtes invités évidemment à sensibiliser vos collègues partout où vous êtes sur ce qu'est la commercialisation dans nos secteurs et même les choses auxquelles on croit que c'est pas de la commercialisation. On doit faire de la pression. Ça se fait aussi de février à juin. Alors, de la pression vers les partis et les candidats aux élections européennes dans chaque pays. Nous, on le fait en Belgique, les collègues le font en France, enfin partout. Et c'est là l'intérêt aussi de travailler avec EPSU, c'est qu'avec EPSU, on est présent dans plus de 30 pays. Donc, on est au-delà même de l'Union européenne. Vers les groupes parlementaires européens. Et donc, au-delà des candidats individuels dans les pays, il y a les groupes parlementaires vers lesquels on va et on va faire pression. Vous savez aussi que la Belgique assume pour le moment la présidence de du Conseil européen jusqu'en juin, jusqu'au 30 juin. Et donc, on interpelle évidemment Van den Broek en tant que ministre de la Santé dans le cadre de la présidence belge. Et alors, il y a une conférence au Parlement européen qui est en train de s'organiser pour le 8 avril. Après juin, on ne les laissera pas tranquilles. On va suivre ce qu'ils font comme travaux, ce pourquoi ils se sont engagés dans leur programme, et on ira les titiller pour savoir si ce qu'ils ont dit, ils le font réellement. Donc, on les surveillera de près. Et puis, il y a la mobilisation. Dans chaque pays, tous les membres du réseau d'EPSU et de PHM sont chargés de mobiliser les gens pour que cette campagne soit une réussite. Et en Belgique, on a un peu double travail puisque on fait le travail comme les autres pays, mais on assure aussi le travail vis-à-vis des institutions européennes et vis-à-vis du Parlement, puisque Bruxelles, c'est chez nous. Donc, on a de la chance. Donc, on va organiser une manifestation européenne le 7 avril. S'il vous plaît, notez dans vos agendas, c'est un dimanche, c'est pas les vacances de Pâques. On essaye d'avoir pas que des travailleurs, mais d'avoir toute la population civile aussi. Donc ça nécessite de la sensibilisation, de l'information, de la communication. On va voir si on peut faire, comme chaque année, une campagne drap blanc. Vous savez, accrocher les draps blancs aux fenêtres des institutions, des maisons, etc., pour dénoncer la commercialisation de la santé. Et évidemment, on programme des actions autour des événements de la présidence belge. Alors, en parallèle à ça, au niveau belge, il y a la coalition santé qui fait aussi des choses en termes de santé et de commercialisation, mais au niveau belge. Et il y a une plateforme Faire Pharma qui, elle, est plus focalisée sur la question des médicaments. Mais donc, tout ça se tient. On essaye vraiment de faire une pression maximale et évidemment que vous êtes tous concernés par ça. Et peut-être, Marie-Agnès, terminer par l'événement de demain, celles et ceux qui n'ont rien de prévu.
Ouais, peuvent nous rejoindre à la CC de Bruxelles. voilà, à Plétings, c'est Bruxelles, 19 rue Plétings, à 10 heures, de 10 heures à 13 heures, une assemblée débat avec les candidats aux élections européennes, les candidats belges. Donc, un pour chaque parti. Euh, on leur posera des questions sur cinq thèmes des 7 thèmes que comporte la campagne, avec évidemment des questions. On leur présentera les constats, les revendications qu'on a. Je vous ai mis aussi dans le chat les liens vers le site du réseau sur la campagne, où vous avez plein d'informations et tous les événements qui viendront seront affichés, la page Facebook du réseau et pour rappel, la page Facebook de la CNI Non Marchand, où on fait évidemment des liens. Donc ça, c'est demain. Ce soir, Yves était à LN24 dans un débat qui s'appelle Il faut qu'on en parle. J'ai regardé 5 minutes, ça avait déjà l'air bien chaud parce qu'il était face à des chroniqueurs qui avaient l'air d'être bien convaincus que les partenariats publics-privés, c'était bien, et qu'il fallait payer pour être bien. Enfin voilà, j'ai pas eu le temps de regarder, mais ça vaut peut-être la peine de retourner voir cette émission. Ah Voilà. oui, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Bien voilà, donc Marie-Agnès Pierre, je ne pense pas qu'il y avait de questions ou d'échanges voilà, qui valent la peine d'être... Ben, il y a David qui nous dit qu'il est d'accord, mais à quand les actions? Eh bien voilà, Et David, te donc voilà servi. voilà quelques-unes, mais donc il faut surtout convaincre les gens qu'il faut repérer la commercialisation et lutter contre. Je vois pas d'autres questions. Je vais aller voir dans Et sans questions. doute que les délégués sont peu outillés hein, pour porter analyse et pour dénoncer au sein de leur service, en tous les cas, les grignotages de la commercialisation au sein de leur propre service, de leur propre institution. Donc, il faut qu'on continue à travailler là-dessus. Il faut qu'on reparte derrière. Il faut que ce soit tangible pour les gens. Oui, Et, il faut pas hésiter d'en parler, de pointer les choses aussi, hein, de se dire, ah oui, mais ça, est-ce que ce serait de la commercialisation ou pas? Et quand on ouvre les yeux, effectivement, comme tu disais, Stéphanie, il y en a beaucoup. Les files d'attente, les rendez-vous quand on paye plus cher, qu'on sait avoir plus vite au cabinet privé, c'est de la commercialisation, c'est tous les jours, quoi. tous les jours. Oui. Eh bien, je pense que je dois vous adresser bien le bonsoir. Ah, François, François a raison. Il y a de quoi être fier du modèle associatif belge à valoriser au niveau européen, effectivement. tu as tout à fait raison. Mais le monde associatif lui-même n'a que trop souvent intégré comme faisant partie de leur réalité les vulgates néolibérales. Donc, il faut défendre l'associatif et il faut être convaincu que on peut fonctionner sans cette pression néolibérale. Donc, le néolibéralisme parfois nous contamine. Hein. On a l'impression que ce n'est pas possible, qu'on ne peut plus revendiquer de financement supplémentaire parce que effectivement les politiques de rigueur sont, les politiques d'austérité sont de rigueur, etc. Et Adrien est super content qu'il y ait une manifestation. Et ben, on se croisera en vrai là-bas alors. Et on espère que la moitié de vos collègues seront présents aussi. Eh bien, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même endroit, pour aborder peut-être un enjeu qui vous semblera un peu plus concret, que nous mettons au cœur de nos préoccupations et au cœur des enjeux des secteurs du non-marchand pour ces prochaines années. Il s'agit de la concertation sociale à tous les étages. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée, merci.